Chapitre 16. La couronne de lumière. 5 juillet 1986. Présentation de La Porte de Lumière au théâtre artistique Athévin dans le 11e arrondissement sur la musique de Christian Zanessi, un ingénieur du son qui compose de la musique électronique au GRM, le groupe de recherche musicale situé à la Maison de la Radio. C'est une musique très intellectualisée, avec un son très recherché et très pur. Le tableau est le même présenté avec Star à l'Eden Théâtre. Quelques amis sont là. Ils peuvent comparer les deux spectacles. Celui que j'avais construit était très critiquable musicalement, avec un son brut. Mais personne ne s'était ennuyé. Cette fois, la musique ne dure que 18 minutes et pourtant on ressent tous un ennui profond. En fait, toutes les musiques ne se prêtent pas à la visualisation telle que je l'ai conçue. Il lui faut de la dynamique et de la variété, qu'elle raconte une histoire. Je poursuis mes recherches picturales à partir des formes qui me sont apparues dans les visions il y a quelques mois. Losanges, croix, etc. Il me faut un temps assez long pour les maîtriser dans diverses versions. Un nouveau concept apparaît que j'utiliserai plusieurs fois sous des formes différentes et qui sera une des composantes du tableau final. Il s'agit de Cœur Fusion, avec une composition en X. Depuis un moment, je n'avais plus de tableau animé en musique suffisamment spectaculaire et dans un prix plus accessible que la Porte de Lumière. J'en conçois un nouveau qui mesure 1 mètre de haut par 73 cm de large. Je l'appelle la Voie Royale, dans un premier temps. Il prendra d'autres noms par la suite. La construction et l'animation lumineuse n'est pas aisée, comme d'habitude, mais je réussis à la maîtriser. La peinture représente une amorce, de chaque côté uniquement, du couloir de l'infini, que je ne désespère toujours pas de mettre au point. J'essaie par ce petit tableau non seulement d'avoir un tableau spectacle vendable, entre parenthèses, j'en vendrai un exemplaire par Alain Dugas, ferme la parenthèse, mais aussi de trouver comment représenter ce fameux couloir insaisissable. La première version peinte à peine terminée. Je le contemple de loin et me dis que ce n'est pas encore ça. Très rapidement, une autre version me vient en tête. Je me dis, ça y est, cette fois je le tiens. Une fois terminé, le lendemain, même réaction, même chanson. Au bout de quelques versions, je le laisse un peu de côté. Je me consacre alors à un tableau plus petit, 60 par 60 cm, disposé en diagonale. Il est très épuré et représente 2 arcs de cercle accolés par leur partie ventrue en position verticale. J'essaie différentes versions peintes. Une, peinte très délicatement à l'aérographe, à des couleurs qui font penser à de la chair, et le nom s'impose. Les fesses des étoiles. J'étudie une animation de lumière pour aller avec, et il devient le cul de lumière. Non, quand même, j'exagère. Je le retire de la circulation. Iris m'appelle de Cannes. J'ai peur, j'ai peur. Elle était au courant de mes connexions avec l'énergie et de mes relations au divin. Mais si elle s'intéressait beaucoup au paranormal et toutes les sciences ésotériques, elle en était aussi très effrayée et ne restait qu'à la frange de ces domaines qu'elle n'approfondissait pas. Elle restait à un niveau beaucoup plus proche de la superstition. Je lui ai proposé de lui transmettre l'énergie, mais elle en a eu peur et n'a pas accepté. Pourtant, elle me demandait d'intervenir en haut lieu pour l'aider, comme si j'avais ce pouvoir. Elle a senti venir la mort. Iris Claire nous a quittés le 15 août 1986, à 66 ans seulement, en plein dans le signe du lion, qui était celui de son ascendant. Entre parenthèses, son signe de naissance était le taureau, fin de la parenthèse, et qu'elle sentait dominer dans sa personnalité. Elle est partie dans ce signe solaire qui rayonnait de sa personne à chaque fois qu'elle souriait. Quelques jours après, je me suis rendu à l'église orthodoxe grecque pour assister à la cérémonie qui lui était consacrée. Il y avait beaucoup de monde. À la sortie, je suis resté, ému, sur le seuil de l'église, regardant partir les gens. Une dame âgée, de grande allure, très élégante, s'y tenait aussi.
Nous engageâmes la conversation. Je lui dis que j'étais le dernier artiste qu'Iris avait découvert, ce qui l'intéressa. Yolande, d'une famille noble ruinée, était établie à Madrid avec ses filles, où elle exerçait le métier de marchande de tableaux. Elle avait un pied-à-terre à Paris, où elle se rendait périodiquement. Elle est venue chez moi contempler mon travail, dont elle fut très admirative. Mais habituée à des œuvres plus conventionnelles, elle se posa à haute voix la question: Est-ce de l'art? Je la reverrai plusieurs fois. Elle m'écrira aussi des lettres assez confuses. Une grande dame fantasque, qui m'appelait maître, ce qui faisait toujours plaisir à entendre, mais j'aurais préféré qu'elle vende mes œuvres. Toujours en retard, elle était terriblement désorganisée, ce qui lui valut de crouler sous les dettes. Malgré tout, elle voulait vivre un train de vie dont elle n'avait plus les moyens. Un jour, elle m'invita dans un bon restaurant près de chez moi. À la fin, au moment de l'addition, elle me dit: Allez-y, partez, laissez-moi me débrouiller. À son expression, je me rendis compte qu'elle n'avait pas d'argent pour régler la note. Moi non plus. Malgré tout, je proposai de régler les repas, mais elle refusa absolument. J'étais son invité. Je ne sais pas ce qui est advenu d'elle à la suite de cette grivellerie. Je n'en ai plus jamais eu de nouvelles. La double pyramide, cristal de diamant, qui m'a obsédé pendant longtemps et qu'on retrouve sur beaucoup de croquis de recherche, en déplacement dans l'espace, s'est finalement posée de deux façons. Dans l'une d'elles, grande, figée au centre du tableau, elle deviendra diamant céleste. Mais en attendant, elle s'est démultipliée et disposée en trames de 5 cristaux par 5, soit 25 diamants. Dans le tableau d'1 mètre par 1 mètre, ils mesurent chacun 5 cm de côté sur leur carré de base. Ils ont le même espace entre eux. Seul le cristal central est absent, remplacé par une boule de diamètre 6 cm plus lointaine. Le nombre 6 commence à apparaître et aura une importance grandissante. Les cristaux sont représentés en perspective, ce qui donne une grande force à la composition. Celle-ci est le résultat de nombreuses recherches qui avaient commencé avec mes tout premiers tableaux réalisés à Rio de Janeiro en 1973. Une composition proche s'appelait les pierres du ciel. Elle était annonciatrice de la suite. Le tableau donne l'apparence d'une grille suspendue dans l'espace. Il faudra plusieurs versions peintes pour tenter de résoudre 3 difficultés. Comment peindre le fond, ciel? Comment exprimer la boule centrale? Comment représenter les diamants? S'il ne s'agissait que de tableaux, chaque version serait bonne. Mais ma tentative d'exprimer, de représenter quelque chose de plus élevé, cette force qui me pousse, rend la tâche beaucoup plus difficile. Toutes les images ne se valent pas dans cette optique. Seule mon intuition et ma connexion avec d'autres dimensions me guident. C'est le moment d'expliquer les techniques de peinture que j'ai utilisées. Au début, période d'inspiration Vasarely-Ivaral, j'utilisais la même technique qu'eux. On dessine la construction sur la toile. On dégrade la couleur de clair à foncé dans des petits pots numérotés. Sur une bande test, le dégradé doit donner l'impression d'un escalier régulier. Chaque case du dessin porte un numéro correspondant à la couleur qui lui est attribuée. On la délimite avec du ruban adhésif en papier. Puis on applique la peinture en aplat, 2 ou 3 couches suivant son pouvoir couvrant. Quand on retire le papier protecteur, on a parfois le désagrément de découvrir une bavure. Avec un pinceau fin, on la supprime en utilisant la nuance du bon numéro qu'on a précautionneusement gardé. Au bout de 2 ans, désirant m'éloigner de ces modèles et trouver mon propre style, j'ai voulu essayer le spray. C'était un choix particulièrement difficile parce que très coûteux. Il ne s'agissait plus d'acheter quelques brosses, même chères. Un pistolet, plus un aérographe, plus un compresseur ou des bouteilles d'air comprimé qu'il faut louer, un masque de protection qu'il faut changer souvent, l'aménagement de l'atelier en cabine de peinture avec ventilation, pas très efficace, représente une belle somme. Surtout quand on est artiste peintre et qu'on tente de vivre seulement de son art. Donc, le choix fait, je me suis attaqué à un tableau sans aucune formation préalable.
Que de problèmes, que de difficultés. Il faut commencer par protéger toutes les zones qui ne sont pas à peindre. Attention, les particules de peinture se déposent beaucoup plus loin qu'on ne le suppose. On colle des bandes adhésives comme précédemment, mais il faut en plus remplir les parties non peintes par du papier, style papier d'emballage, en espérant que l'adhésif ne va pas se décoller par endroits. Entre parenthèses, la peinture étant beaucoup plus liquide qu'appliquée au pinceau. Fin de parenthèse. Ce qui risquerait de compromettre le tableau. Les dégradés obtenus par projection sont tellement fins que les retouches sont parfois pires que des bavures. Dans ce cas, il n'y a pas le choix. Il faut recommencer. Et j'ai dû le faire souvent. C'est très long. Et il faut procéder avec une grande minutie qui contraste particulièrement avec la rapidité de l'application du voile de peinture ou d'encre, entre parenthèses, que j'utiliserai pendant un certain temps. Fin de parenthèse. Les parties déjà peintes étant cachées, on n'a pas de référence pour déterminer l'intensité égale d'une autre partie. Comme il y a de nombreux passages, tout en voile léger, il faut compter attentivement pour pouvoir reproduire la même nuance partout où c'est nécessaire. Pour accélérer le séchage, il faut chauffer la peinture acrylique à l'eau avec un sèche-cheveux puissant. Il faut savoir que les particules portées par la vapeur de peinture dégagée par le pistolet sont assez nocives. Au début, j'ai été intoxiqué par la peinture que j'utilisais. Il m'a fallu des mois pour le réaliser, pendant lequel j'ai fait le tour des laboratoires et des services hospitaliers spécialisés dans les maladies tropicales en raison de mon séjour au Brésil. C'est une amie peintre qui m'a éclairé. Est-ce que tu portes un masque de protection quand tu peins? Je n'avais même pas pensé. Grâce à ce conseil, j'ai compris qu'il fallait porter un masque spécial pour peindre et aussi renouveler souvent les cartouches filtrantes. Mais cette poussière pulvérisée est très fine et c'est très difficile de s'en débarrasser complètement, même en aérant au maximum. Les périodes de peinture me fatiguaient beaucoup. Il fallait me voir peindre, le pistolet dans la main droite, le sèche-cheveux dans la main gauche, le masque couvrant mon visage, me faisant une coiffure hirsute. C'était une autre sorte de tableau, plus proche des westerns et de la science-fiction que de la peinture conventionnelle au chevalet. Alain Bisson, le peintre qui peint plus vite que son ombre. Quand on applique la peinture, il faut un doigté qui n'a rien à envier au coup de pinceau. On ne peut pas appuyer la main sur un support, surtout avec mes tableaux électroniques, ou de lumière vivante, ou Visual Music, comme je les ai appelés au fil du temps, au début sur plexiglas, puis sur toile plastique, beaucoup plus pratique. Il n'y avait pas de retouche possible, en raison de la translucidité nécessaire à la lumière animée. S'il y avait une impureté dans la peinture, et que l'aérographe, entre parenthèses, même principe que le pistolet, mais en plus fin, fin de la parenthèse, se met à crachoter ou carrément projette une grosse tache, il valait mieux tout recommencer. Combien de fois ai-je dû tout reprendre pour des problèmes techniques de ce genre? J'en ai piqué des colères. Quand on a peint la zone prévue, tout en peignant les murs environnants, le plancher, la table, les chaises, etc., qu'on a dispersé une fine poussière de peinture sur toute la maison, on peut poser le pistolet ou l'aéro en évitant de le renverser, ce qui ne manque jamais d'arriver. Et enfin, décoller les caches. C'est toujours un grand moment quand on dégage ce qui était caché. C'est seulement à ce moment que la zone qu'on peignait prend sa signification, les couleurs devenant mieux définies par leur contour. Alors que s'étaler une grande partie jaune semblant agressive, par exemple, ce n'est plus qu'une pointe légère demandant à être renforcée. Ce qui implique de recommencer le fastidieux travail de masquage. La plus grande surprise est en dessous de l'adhésif qu'on décolle précautionneusement. Tantôt bonne, tantôt mauvaise. Techniquement d'abord, l'adhésif a arraché des parties de la peinture précédemment réalisées, ou s'est décollé sous l'action de la chaleur du sèche-cheveux. Même très légèrement, c'est suffisant pour laisser passer un voile déplaisant. De la peinture trop liquide ou appliquée en trop grande quantité à baver. Il faut sentir la consistance de la peinture, ni trop liquide,
ni trop épaisse. Certaines couleurs, en raison des pigments qui la composent, sèchent trop vite ou ont une granulométrie trop grosse et bouchent le pistolet, provoquant des explosions de taches. Que de temps perdu à démonter le pistolet ou l'aérographe pour le déboucher. Toutes ces catastrophes se rattrapent, mais souvent difficilement, retirant beaucoup de l'impression de perfection. Dans bien des cas, surtout au début d'un tableau, il vaut mieux effacer et tout recommencer. Ce qui est un autre problème, car certaines peintures agissent sur le plastique et le rendent jaunâtre d'une façon définitive. Et selon la couleur à appliquer, un bleu par exemple, il faut alors changer de toile, désagrafer, retendre une nouvelle toile, recommencer en espérant de ne pas tomber sur un autre os. L'autre surprise est artistique. Comme on ne voit pas ce qui est peint, il faut garder en mémoire les tons sous les caches, compter le nombre de passages, se remémorer leur sens et leur intensité pour conserver le même équilibre sur les divers plans. Or, il se passait souvent plusieurs jours entre le moment où le tableau était prêt à peindre et celui où je le peignais. Je menais plusieurs tableaux à la fois, ce qui augmentait la confusion possible, mais qui n'est plus le cas actuellement depuis longtemps. Alors les rapports de couleurs n'étaient pas toujours bons, et je devais recommencer un nouveau tableau. La technique du spray est assez difficile et contraignante à réaliser. Mais quel instant magique quand on retire le dernier cache, le dernier bout d'adhésif, dévoilant la composition dans son ensemble. C'est toujours un grand moment, une naissance après un accouchement difficile. On se sent largement payé de toutes les difficultés. Dans la peinture traditionnelle, du moins de Chevalet, on voit évoluer la peinture, on la voit se préciser, se transformer, revenir en arrière. On ne sait pas très bien à quel moment le tableau est terminé. Au spray, tel que je le pratiquais, c'était l'apothéose d'un seul coup ou la destruction suite à la déception. Je peux aussi reprendre certaines parties, mais difficilement. Le cœur n'y est plus. Et la tâche du dernier moment, celle qui vient au beau milieu d'un splendide dégradé, ou le pot de diluant renversé sur la toile à peine terminé. Je précise que ce type de peinture se pratique la toile à plat sur la table pour pouvoir y faire tenir les divers caches, ce qui limite ses dimensions à la longueur du bras. L'observation m'a montré que ces accidents n'arrivaient pas par hasard. J'ai fini par m'apercevoir qu'ils étaient une sorte de message m'indiquant que telle couleur n'était pas la bonne à cet endroit. J'en ai tenu compte, mais la leçon est dure, puisqu'il faut d'abord tout finir pour l'apprendre. Les dégradés projetés étaient purs, trop purs même, et j'ai essayé de trouver une matière plus travaillée, plus complexe. On me fit découvrir la peinture spéciale Rembrandt liquide. Sur de la peinture acrylique encore humide, je projetais par endroits des gouttes d'eau, vaporisais différentes nuances de Rembrandt et projetais encore de l'eau. Les couleurs se mélangeaient de façon inattendue et magnifique au bout d'une nuit de séchage. Pendant 2 ou 3 ans, j'utilisais cette façon de peindre qui rencontrait un grand succès auprès de mes clients. Mais cette peinture laissait des poussières longtemps poisseuses. Et surtout, je n'arrivais pas à bien contrôler les effets, ni à les reproduire quand je les aimais particulièrement. J'ai fini par abandonner cette technique. Longtemps après, je développerai d'autres façons de peindre avec des éponges pour limiter au maximum les inconvénients de la peinture au pistolet et des caches amovibles maintenues en place par des bandes de plomb pour m'affranchir des risques d'arrachement. La peinture n'est que la partie visible de mon œuvre. La composition de lumière est un autre casse-tête. Après beaucoup de réflexions, de notes sur mes carnets et d'expérimentation avec d'autres tableaux, je dessine un plan sur un calque où je dispose les différents points de lumière colorés sur des constructions géométriques très calculées, en tenant compte de leur zone d'éclairage
et de l'animation électronique que je compte leur faire prendre. Je dessine l'emplacement de chaque module électronique. Il peut y en avoir beaucoup, tous conçus spécialement. Aucun ne se trouve dans le commerce. Je fais faire plusieurs tirages du plan. Un est fixé au fond du boîtier que j'ai fabriqué en découpant des lumières sur les côtés pour les rayons colorés qui jailliront sur le mur. Les autres seront traités avec des crayons de couleur pour faire ressortir un effet avec son câblage qui va de l'appareil qui le commande aux différentes lampes, puis LED, Light Emitting Diode, en passant par les résistances permettant de contrôler leur luminosité. Dans un tableau spectacle, il y a beaucoup d'effets différents, imbriqués les uns dans les autres. Et il peut être très difficile de s'y retrouver dans la jungle des fils électriques de différentes couleurs. On agrafe en place les douilles, puis soude les fils les reliant. On teinte une par une les petites lampes avec un vernis coloré spécial qu'on met à sécher sur un radiateur. Avec certaines couleurs comme le bleu, on a parfois la mauvaise surprise de voir des défauts dans le vernis une fois sec. Il faut alors effacer avec un diluant spécial et recommencer. Ensuite, on visse en place toutes les lampes, des centaines et des centaines, en veillant bien à suivre les couleurs. On en a mal aux doigts. Quand tout est installé, je mets en place l'électronique, commandée à l'ingénieur au préalable. J'établis toutes les connexions et moment de recueillement et de tension. J'allume. Flash, court-circuit. Des lampes ont claqué. Un appareil a sauté. Il y avait un mauvais contact ou un mauvais branchement. Où ça? Recherche parfois longue, les nerfs tendus. C'est arrangé. J'allume de nouveau. Miracle, ça marche. À présent, il faut mettre en place les centaines de caches de tout type destinées à contrôler la diffusion de la lumière. Allez, des caches ont endommagé des vernis. Il faut changer les lampes. Quand tout a l'air de fonctionner, j'accroche le tableau au mur, dispose la toile peinte en place et contemple le spectacle en prenant des notes. Accélérer tel mouvement, ralentir celui-là, rendre plus sensible tel relais, au contraire, diminuer la sensibilité de celui-là, modifier la position de certains caches, changer la couleur des lampes de tel effet. Attention, défaut à tel endroit. Déplacer une composition lumineuse. Les notes ne prennent que quelques lignes à écrire, mais la réalisation peut prendre des heures ou des jours de travail. Quand tout est terminé, après quelques jours de décantation et d'observation, je sens que quelque chose ne va pas. Il faut changer une couleur là. Mais une fois réalisé, l'équilibre des couleurs ne me convient plus. Et il faut changer aussi à un autre endroit, puis ailleurs, dans une cascade dangereuse. Chaque transformation risquant de provoquer un accident électrique fatal. Tout le système est alimenté en 220 volts. J'ai pris quelque chose d'électrique, des bourres. C'est effrayant à chaque fois. Tout ce travail est très long, difficile, fatigant et coûteux. Quand, dans cette recherche, l'acoustique va prendre une place prépondérante, les difficultés vont encore augmenter de façon considérable. Mais tous ces efforts en valent la peine. La contemplation finale est un tel bonheur. 30 août 1986. Je reçois Nadia. Elle est la première personne à contempler ma nouvelle création. Elle est dotée d'une grande sensibilité pour les phénomènes qui sortent du quotidien. Très impressionnée, elle tombe en arrêt devant la peinture. C'est l'extase, murmure-t-elle. Je réalise alors que, dit beaucoup plus simplement et condensé, c'est le même sens que le titre que j'avais donné. La déchirure du temps. Je l'adopte immédiatement. Désormais, ce tableau s'appellera Extase. Dans le grand tableau auquel j'aboutirai des années après, on retrouvera une partie de cette construction. Entre parenthèses, la partie externe en 4 par 4 au lieu de 5 par 5, avec le jeu de lumière que j'avais développé pour animer cette composition.
C'est en raison de ce tableau et de l'effet ressenti par mes visiteurs que la salle écrin de la Porte de Lumière s'appelle désormais l'Extasium. N'en déplaise à ceux qui sont choqués par le rapprochement avec la drogue ecstasy. À cette époque, on n'en avait pas entendu parler. Acceptant quand même que le nom puisse être changé, j'avais accepté qu'une grande école de commerce de La Rochelle fasse un brainstorming pour essayer de trouver un autre nom. Les élèves n'avaient pas vu le tableau dans la salle, mais un spectacle donné dans leur école avec d'autres œuvres. Les professeurs leur avaient décrit ce qui se passait ici. Ensuite, ils m'avaient montré plusieurs pages de propositions de noms résultant de leur travail. Aucun ne convenait et n'avait la puissance évocatrice de ce nom. Rien ne vaut l'inspiration. Nadia était une jolie petite brune avec des formes attractives qu'elle savait mettre en valeur. De grands yeux noirs rehaussés d'un maquillage parfait. Elle était esthéticienne de talent et ça se voyait. Elle maniait un français riche en nuances qu'elle pouvait à l'occasion rendre acerbe. Bien qu'elle ait été une jeune femme très attirante, je n'ai eu pour elle que des sentiments d'amitié très profonds, qu'elle n'a pas toujours su comprendre. Une fois, nous avons même passé un week-end ensemble dans un chalet que m'avait prêté ma sœur, sur l'île Verte, une île de la Seine près des Mureaux. Quand je reçus l'énergie, elle fut de celles à qui je la transmis. Connaissant ses perceptions très sensibles, j'attachais de l'importance à ses commentaires sur mes tableaux à l'époque où je commençais à perdre pied et ne savais plus dans quelle direction aller. Je sollicitais son avis. Elle était comme une conseillère. Ceci étant, ses avis étaient à prendre avec beaucoup de recul. Un jour, elle feuillette avec une amie un catalogue de vente par correspondance, s'arrête sur une photo de mannequin homme et dit « C'est celui-là qu'il me faudrait », en rigolant. Le temps passe. Elle est invitée dans une soirée. Elle rencontre un garçon avec qui c'est le coup de foudre réciproque. Doux, grand, beau. Le genre dont elle rêvait. Ils sont nés la même semaine. Tant d'autres points communs les réunissent que c'en est incroyable. Elle lui demande ce qu'il fait. Mannequin photo. C'était lui qu'elle avait remarqué dans ce catalogue. Coïncidence ? Ils se sont mariés et sont très heureux, constamment ensemble, malgré de nombreuses et graves difficultés qui ont contribué à les souder davantage. 20 novembre 1986. Je reprends le couloir étroit. Nouvelle version. Sur 2 mois cette fois. Nouvelle déception. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis obstiné. La tête dure de breton. Je suis quand même de plus en plus perdu. Ma création change de direction. Je m'attaque aux accessoires de mon projet. Je mets au point les perles de lumière, un boîtier rectangulaire étroit supportant 5 petits réflecteurs orientables, type lampe de poche, qui me permet de projeter à longue distance un point lumineux se déplaçant dans un sens ou un autre, plus ou moins vite en fonction de la musique. J'entrevois différentes applications en variant les couleurs. La première, 2 de ces boîtiers sont fixés en hauteur dans les angles de l'extasium face au tableau. Ils projettent leur faisceau turquoise sur une boule à facettes posée sur une table au centre de la pièce. Par les réflexions des miroirs, on a l'impression d'être dans une bulle vibrante, apaisante, faisant comme un massage relaxant de la tête. Cet effet s'appelle cactus solaire. 6 décembre 1986. Sigrid rejoint notre groupe de méditation qui devient de plus en plus chanté. J'interviens moi-même d'une façon beaucoup plus mélodieuse. Elle est blonde, très douce, italienne du Tyrol, séjourne surtout à Vienne en Autriche, dont elle nous dit beaucoup de bien. Son activité est surprenante. Elle est clown des rues. Quand elle revêt son costume de scène, entre guillemets, elle ressemble étrangement au tableau que Picasso avait peint, intitulé Paul en Pierrot. Curieusement, la reproduction de ce tableau m'arrive dans les mains à cette période. L'énergie circule toujours, aussi fortement, mais ne laisse pas de vision marquante. Seulement, entre guillemets,
une sensation de béatitude, de bonheur. 20 décembre 1986. Je m'envole pour Nice en compagnie de Fumi, assister à une exposition rétrospective en souvenir d'Iris Clair. L'ensemble est concentré sur ses débuts avec Klein, Armand, Takis, etc. Je n'y figure pas. Tant mieux peut-être, car je ne suis pas du tout en accord avec ces artistes. À peine de retour, je suis convié à visiter la basilique de Saint-Denis, jusque dans les recoins habituellement interdits au public. En particulier, je peux circuler dans les galeries hautes et même sur les toitures. C'est très impressionnant. Intérieurement, je la trouve encore plus belle que Notre-Dame de Paris. J'ai été sollicité pour la célébration du millénaire de Hugues Capet. On me demande d'investir le lieu complètement avec mes jeux de lumière. Après avoir visité l'ensemble de ce lieu majestueux, voici ce que je propose. Les portes d'entrée seraient recouvertes de laine jaune, entre parenthèses, nouvelle source de lumière que je commence à explorer, fin de parenthèse, animées de façon à donner l'illusion que les portes sont enflammées. Sur chaque pilier, dans les bas-côtés, seraient installées des perles de lumière incolores, projetant l'ombre des spectateurs qui arrivent, animés par le bruit des voix, puis après par la musique. À l'intérieur de la nef, j'avais prévu un autre effet lumineux, baptisé fleur cosmique, se présentant comme une demi-sphère en plexiglas, d'où jaillissait une grande quantité de tentacules chromés et articulés, terminés par un petit réflecteur projetant un point de lumière rose. Il se déplace dans tous les sens sur la voûte de la basilique et sur les côtés au rythme de la musique. On ne le suit des yeux que brièvement. Il doit agir comme une caresse imperceptible. D'autres perles de lumière, en couleur cette fois, interviendront aussi. Le roi arrive en majesté. Le roi symbolique est figuré par un chanteur haut de contre, revêtu d'une cape constellée de LED, animé en musique. Le sceptre royal est représenté par un long cylindre formé par une accumulation de petits projecteurs plats dont les lampes sont remplacées par des LED tournant et changeant de couleur en fonction de la musique. Il y aura d'autres accessoires de lumière, mais arrive la pièce maîtresse, la porte de lumière, disposée sur un écran devant l'autel, animée par l'orgue et des chœurs. Ce projet ambitieux ne s'est pas réalisé en fin de compte, par manque de temps et surtout de moyens financiers. Heureusement, car j'ai fini par réaliser que sa complexité technique aurait largement dépassé mes capacités. J'ai été choisi par Jean-Pierre Poggi, le représentant de la culture, qui suit mes travaux. Pour participer au concours, devant sélectionner une œuvre d'art pour le théâtre de la Colline, situé à côté du cimetière du Père-Lachaise, en voie d'achèvement, dans le cadre du 1% du budget de construction attribué à une création artistique. C'est le moment ou jamais d'expérimenter les LED. Un budget nous est alloué pour la recherche du projet, 10 000 francs. Je propose un signal dans la rue composé de 16 plaques de circuits imprimés avec des compositions lumineuses se déplaçant au rythme de la musique ou d'annonces de spectacle qu'on entendrait en passant à côté. La plaque de base est un circuit très grand, de 30 par 60 cm et épais. J'ai dessiné les circuits en traçant des courbes tout à fait inhabituelles dans l'industrie. Et pour qu'on les voie, je les ai reproduits sur la face avant où ils apparaissent argentés. Quand je passe ma commande au fabricant qui doit le réaliser, la réceptionniste me demande: Voulez-vous que les perçages soient métallisés? Ceci a pour fonction de relier électriquement les faces avant et arrière du circuit. Je n'en avais pas besoin, mais dans le doute, je réponds oui. Cet imbécile ne m'avait pas prévenu. Reprenons. Comme un imbécile, je ne m'étais pas informé du surcoût. Le prix est 3 fois plus cher. Cette plaque prototype m'avait coûté 5 000 francs.
la moitié de mon budget de recherche. Ensuite, je monte et soute les compositions de LED. Il en faut beaucoup pour former une image satisfaisante quand elles sont en vision directe. Je joue sur les tailles différentes pour donner une impression de volume. Sur chaque plaque, il y a superposé verticalement 3 boules rouges centrées sur 3 croix vertes. De chaque côté, il y a 4 lignes de points orange reliées par 2 horizontalement au centre de croix très fines avec de toutes petites diodes jaunes. Ces figures seront éclairées alternativement dans un sens ou dans un autre en formant un ballet rythmé par la musique. Un vernis les protégera des intempéries. À l'intérieur du théâtre, dans la salle d'accueil, visible de la rue, j'ai prévu une rangée de perles de lumière qu'on pourrait équiper de filtres de couleurs différentes suivant la date d'avancement d'un spectacle, par exemple. Le tout est commandé par une électronique que je rends visible, logée dans une forme architecturée en forme de S d'un côté et de demi-cercle de l'autre. Pour la présentation, j'ai assemblé les prototypes sur un pied qui lui donne une apparence bizarre. Je l'ai appelé l'oiseau phénix. Il est accompagné d'une bande-son provocatrice. Trop peut-être, pour la démonstration. Je suis gonflé à bloc. Je suis sûr de gagner. Une grosse somme d'argent est en jeu qui pourrait bien changer ma vie. Comme cette œuvre doit être contemplée de loin et la nuit, j'ai demandé qu'elle soit présentée dans une grande salle et dans le noir. 24 janvier 1987. Présentation du projet. Catastrophe. On peut se demander si ce n'est pas intentionnel. La salle est toute petite. Le jury a le nez collé sur mon œuvre. Et pire, il y a une grande baie vitrée, sans le moindre rideau, et le soleil tapant en plein. C'est l'échec. Les membres du jury ont préféré une œuvre plus conventionnelle. La confiance en moi, déjà sérieusement ébranlée par l'échec de Star, en prend un sérieux coup. Alors que je n'avais aucun doute dans ma recherche jusqu'à ces moments, m'en voilà assailli. Depuis, je ne peux plus m'en départir, malgré tous les signes qui m'apparaîtront. Heureusement, cachée bien profondément, une petite flamme de confiance est toujours là, et je suis quand même serein. Cette suite d'échecs, de projets non aboutis, d'expositions sans résultat, d'espoirs amoureux déçus, pourrait faire penser que j'ai beaucoup de malchance. La poisse, la schkoumoun. Dans un aperçu superficiel, et au moment où je le vis, ça paraît vrai. Mais avec le recul et l'expérience, j'en ai une autre interprétation. Si je m'étais marié avec Michel de la Ciotat, j'aurais travaillé dans l'entreprise de mon père. Après, avec Sandy ou Masako, j'aurais persévéré dans l'architecture, avec des emplois plus ou moins médiocres. Avec Françoise, je n'aurais pas pu me lancer dans la quête du couloir de l'infini. Quant aux autres échecs, le succès m'aurait entraîné dans une direction dite alimentaire. Mais on sait qu'à la longue, ces directions accaparent tellement qu'on finit complètement détourné du véritable objectif. Justement, je crois avoir un objectif, même s'il n'est pas encore clairement visible. J'ai réellement la sensation d'être guidé et protégé. Entre parenthèses, jamais rien de véritablement grave ne m'est arrivé. Fin de la parenthèse. Pour une mission que je pressens et que j'entrevois en raison de mes découvertes, de mes réalisations et de mes expériences spirituelles. Mais elle n'est pas encore explicite. Je dois expérimenter, avec une certaine autonomie, le libre arbitre, la vie terrestre comme tout un chacun dans sa diversité. Mais je me sens obligé d'aller dans une certaine direction. En plus, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir un but, un espoir, une quête, et faire ce que j'ai envie de faire tout au long de la journée, ce qui est loin d'être le cas de la majorité. En tout cas, c'est cette idée qui me soutient. L'avenir me dira si j'ai raison. J'aurai une réponse de toute façon, dans un sens ou dans un autre.
S'il n'y a rien au-delà des apparences matérielles, ces lignes termineront dans un tiroir ou dans une poubelle. Mais si vous lisez ce texte, ce sera déjà un bon indice qu'une force supérieure l'a voulu. Pour ne pas perdre totalement le fruit de mon travail avec cette grande plaque en circuit imprimé, je découpe les différents éléments pour en faire des objets lumineux plus facilement accessibles. La petite croix jaune sur les côtés devient un petit carré disposé en diagonale. Je la colle à la partie de connexion du circuit découpé en un rectangle fin avec une ligne de petites LED multicolores mis verticalement. L'un à côté de l'autre sur de longues tiges, ils forment le 10 ou Yo, annonciateur de découvertes à venir. Je les ai appelés les lucioles. Dans une autre version, j'en forme des bijoux, des broches qu'on accroche sur une veste. Les LED sont remplacés par des strass. Les plaques, rectangles et carrés, sont soit séparées, soit reliées par une chaînette à boules chromée, toujours dans cette idée de former Io. La grosse boule rouge et la croix verte incluses sont au centre d'un carré placé en diagonale et forment un signal lumineux. Dans cette foulée, je vais concevoir d'autres signaux de lumière. Un sera inclus dans un triangle équilatéral, la pointe en haut. J'ai même une vision que j'ai transcrite en LED. Il s'agissait d'un losange horizontal dans un rapport de 1/2, représentant une sorte d'œil lumineux. L'iris, formé de plusieurs cercles concentriques de LED de plusieurs couleurs et de différentes tailles, reliés au losange par des lignes droites rayonnantes, de très petites LED, droites au-dessus de l'horizon et courbes comme des bras accueillants en dessous. C'est une image magnifique. Le 16 février, je mets au point une autre composition utilisant les LED. Elle est beaucoup plus ambitieuse. Il s'agit d'une pyramide de 27 cm de côté, en plaques de circuits imprimés, soudées entre elles. Elles reçoivent 9 lignes de minuscules LED orange qui vont en décroissant jusqu'au sommet. Elle est disposée sur un boîtier carré de 40 cm de côté et de 6 cm d'épaisseur, sur lequel un carré de plus grosses LED jaunes est positionné. Le boîtier contient une grande quantité de circuits électroniques. Quand on passe de la musique ou qu'on chante devant, les lignes oranges se déplacent plus ou moins vite, ou s'inversent, ou vibrent, suivant l'intensité. En fonction des fréquences, l'intérieur s'illumine en vert, rouge ou violet dans une lumière opaline. Alternativement, le carré jaune de l'entourage tourne dans un sens ou dans un autre. La pyramide est très captivante. On peut la contempler de côté en triangle ou par le dessus en carré ou sous n'importe quel angle. Elle peut aussi être le prototype d'une construction beaucoup plus grande. Par exemple, un toit animant musique. Malheureusement, n'ayant pas de réseau de distribution, ni même de galerie pour les présenter, ces objets ne seront pas, ou presque pas pour les bijoux, vendus. Ce ne devait pas encore être la bonne direction. D'autre part, j'ai constaté que quand les LED sont visibles directement, entre parenthèses, ce qui nécessite une grosse quantité pour obtenir une image satisfaisante, fin de la parenthèse, les gens pensent technique ou gadget bon marché et pas art, alors que c'est très coûteux à réaliser à l'unité. Plus tard, quand elles seront devenues plus lumineuses et que je pourrai les disposer derrière une toile, elles rencontreront un certain succès. Le côté positif de cette recherche, c'est que depuis le début de 1987, ces signaux de lumière sont restés constamment allumés dans mon entrée. Ils ne consomment presque rien et ont ainsi pu démontrer la grande durée de vie des LED ou Light Emitting Diodes. Communément, on les appelle tout simplement les diodes. Elles apportent une révolution dans l'éclairage et l'expression artistique. Parallèlement au LED, je poursuis mes recherches picturales, en particulier ce couloir étroit, base du couloir de l'infini insaisissable. Cette fois, il est devenu une sorte d'avenue intitulée On the Road Again. Une version de la partie animée avec de l'électronique s'appellera Avenue de l'Opéra. Mais encore une fois, je sens que ce n'est pas la solution.
22 février 1987. Je reçois pour la première fois Alexandre. Il a beaucoup bourlingué et s'intéresse aux diverses recherches ésotériques. Il est en relation avec plusieurs courants de chercheurs et arrive d'Australie où il était initié au chamanisme, nouvelle mode parisienne. Nos réunions ont évolué. On ne commence plus assis en cercle en se tenant la main dans le silence, mais assis sur les sièges en contemplant le tableau animé par la musique. Ça s'est fait tout seul. Vers la fin d'une présentation, les participants se sont mis à chanter sur la musique, continuant quand elle s'est arrêtée. Ensuite, on s'est levé et déplacé, les yeux fermés, en chantant. L'énergie se transmettait par le chant. Tantôt, on se prenait la main, debout. Tantôt, on se mettait dos à dos et levait les bras au ciel en sentant un courant descendre des mains, dans les bras, dans le dos. Parfois, certains avaient des visions puissantes, toujours géométriques et généralement centrées. Parfois, on se mettait l'un derrière l'autre, les mains sur les épaules, tout en chantant. Ceci me convenait davantage car devenant plus artistique et moins sectaire. Avec Alexandre, qui a commencé à chanter avec nous, on est 8. Grand maximum pour cette petite pièce. Il affirme que ce qu'on fait est du chamanisme. Je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, je ne peux pas dire pourquoi. Je le sais intuitivement, c'est tout. Dans des séances ultérieures, je sens quelque chose de désagréable. J'ouvre les yeux et je vois Alexandre faire des passes chamaniques avec ses bras. Je lui dis d'arrêter et de se laisser aller pour chanter. Il obtempère. Plus tard, des précisions me sont venues sur la différence qu'il y a entre les chants chamaniques et les nôtres. Le chamanisme, qui existe depuis la nuit des temps, est une sorte d'accès à des plans de conscience permettant de guérir les gens ou de visionner l'endroit où se trouvait le gibier indispensable à la survie de la tribu. La fonction était très pragmatique. Les connaissances des chamans et leurs chants procédaient d'un long apprentissage, d'individus ayant les dons auprès d'anciens et d'une longue observation de la nature. Nos chants sont spontanés, sans aucune formation préalable, ni aucune croyance préétablie. On a tout oublié après. On ne se rappelle jamais aucun passage mélodique, pourtant très simple. Par ailleurs, je sens que le niveau de conscience atteint par les chamans, s'ils sont au-dessus de la conscience ordinaire, bien entendu, ne sont pas très au-dessus. Leurs préoccupations sont essentiellement terre à terre. Alors que j'ai la sensation d'accéder à des plans beaucoup plus élevés. Vers la même époque, on m'a présenté Gérard Barrière, un universitaire qui a enseigné l'histoire des religions. Il est aussi critique d'art. Surtout, il est un grand spécialiste du chamanisme qui a été un peu partout dans le monde pour rencontrer des chamans de toutes sortes, en Amazonie, en Indonésie, en Mongolie, etc. Il a expérimenté toutes sortes de pratiques. C'est une sorte de Malraux à qui il ressemble un peu physiquement. Gros fumeur comme lui, je le verrai quelque temps, puis il disparaîtra de mon environnement, parti dans ses grands voyages. Des années après, les circonstances de la vie le conduiront à habiter tout près de chez moi. Alors, il me montrera des DVD filmés par des scientifiques du CNRS sur des pratiques chamanes et me fera écouter divers enregistrements de leurs chants. Mon intuition sera confirmée. Ils sont très différents des chants qu'on réalise dans l'extasium. À la suite d'une conférence, Alexandre m'a fait rencontrer une dame assez âgée qui a fait des recherches sur le symbolisme d'une grande croix dessinée par un certain nombre de cercles. À travers les diverses proportions et les nombres, elle établissait des liens avec d'autres symboles et donnait des significations profondes. Sa croix était très proche de celle qui m'était apparue dans plusieurs visions et que j'avais tenté de représenter dans mes tableaux. Je lui en parlais et lui dis que, si elle l'accepte, je pourrais peut-être me servir de ses recherches. Quelques jours après, elle me téléphone.
J'en ai parlé autour de moi. Je veux bien, mais je veux 50%. 50% de quoi? Elle me propose une simple proportion d'une image qui m'était apparue avant que je la rencontre, qu'il fallait peindre, puis adapter en tableau de lumière avec les lampes et l'électronique, et elle voulait la moitié du prix de vente éventuel. Finalement, elle eut 100% de rien du tout. Je ne donnais pas suite. J'ai souvent rencontré dans cet univers ésotérique, New Age, des gens d'une très grande naïveté, prêts à accepter n'importe quelle jobardise, et aussi des filous, des escrocs de toute espèce, des osotériques, comme les appelait Gérard Barrière. 10 mars 1987, rue de Valois. On présente mes œuvres dans une salle à l'intérieur du ministère de la Culture. Il paraît que c'est la première fois qu'on présente un artiste à l'intérieur de ces murs. Tout est prêt depuis la veille pour recevoir Monsieur Léotard, actuel ministre. L'exposition a été préparée de longue date par Daniel Houle, celui qui m'avait fait venir la Porte de Lumière à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il est du même parti et en bonne relation avec les assistants du ministre. On attend. Mauvaise nouvelle. Le ministre est retenu à la Défense avec M. Chirac, alors Premier ministre de la Cohabitation. La présentation se fait sans lui, donc sans aucun effet. À la fin de la séance, un éclairagiste de théâtre que j'avais invité me présente un grand jeune homme, Didier Loquin, organisateur de spectacles. Il est intéressé par la Porte de Lumière qu'il souhaite présenter au public lors d'un festival qu'il organise en Vendée au mois de juillet. Je lui propose alors de venir chez moi pour qu'on en parle posément et lui montrer plus de choses. Quand il vient, il accroche très fort avec ce que je lui présente et ce qui se passe dans l'extasium. Très rapidement, il va jusqu'à chanter avec nous. Il a une petite voix un peu timide, surprenante pour ce grand gaillard, mais il va être un pilier du groupe qu'on a formé. J'avais fait écouter des enregistrements de nos chants à des musiciens professionnels. Ensuite, ils se sont mis à parler de la composition très solide qu'ils avaient identifiée. On se regardait surpris. Qui était le compositeur? Aucun d'entre nous en tout cas. Le tableau, puisque finalement il fallait le regarder pour pouvoir chanter. Qu'il soit l'initiateur, oui. Le connecteur, oui. Mais le compositeur? À ce compositeur invisible, chef d'orchestre et auditeur, on a donné un nom, Dream Maker. Par extension, c'est devenu le nom du groupe. À cette époque, beaucoup de personnes se succédaient pour représenter mes œuvres, mais la plupart n'étaient pas sérieuses. Elles parlaient pour le plaisir de s'écouter parler et de jouer au grand agent, mais il n'y avait rien derrière. Une exception, Francine, toujours fidèle, toujours aussi désintéressée, toujours belle extérieurement et intérieurement. Après Saint-Pierre-de-Montmartre, elle est venue plusieurs fois me rendre visite avec des personnes importantes, malheureusement sans succès. Et ce 27 mai 1987, elle vient avec Pierre Daniel, vice-président d'Eclatec, une importante société d'éclairage public. Il est très impressionné et intéressé par ce qu'il découvre. C'est le bon moment. Le président souhaite que l'entreprise se diversifie et en plus de son secteur traditionnel d'éclairage, souhaite aller de la simple lampe de couleur jusqu'au laser de spectacle. Il me dit qu'ils veulent aller vite. On n'a pas tout à fait la même conception de la vitesse. Entre la première visite et la signature d'un contrat, il se passera 1 an et demi. Après plusieurs rencontres et visites à Nancy où se trouve leur entreprise, la société me passe commande d'une couronne de lumière qu'on installera sur les lampadaires publics pour les animer et les rendre plus festifs. Enfin, mes recherches sur les LED vont servir à quelque chose. Je dessine un circuit que j'appelle Oméga, avec de belles courbes devant et derrière. Il mesure 18 par 24 cm. Une boule verte
apparaît alternativement avec une image rouge. Des rayonnements jaunes interviennent à des maximums d'intensité musicale. Ce circuit fonctionnera avec de la musique qu'on entendra en sourdine, près des réverbères, équipés de haut-parleurs. 8 plaques soudées aux extrémités forment la couronne. Elles ont chacune une combinaison de couleurs différentes. J'ai aussi mis au point un système d'accrochage. Dès qu'elle est prête, la nuit, je place la boule du réverbère avec sa couronne à ma fenêtre, au 2e étage, ce qui correspond à peu près à la hauteur d'un lampadaire. Je descends dans la cour, c'est magique. On dirait un mini feu d'artifice. C'est très beau. Je suis satisfait, d'autant que c'est l'œuvre, une des plus petites et des plus simples que j'ai réalisées, qui me rapporte le plus d'argent. Elle aurait pu même m'assurer une rente à vie. Hélas, la promotion faite par l'entreprise n'était pas du tout à la hauteur. Il n'y aura que quelques ventes dans le golfe Persique. Au-dessus de chez moi, habitait un photographe professionnel très gentil. Je n'ai pas pu résister. Il m'a pris en photo avec la couronne de lumière que je tiens allumée au-dessus de ma tête. Comme Napoléon, je me suis couronné moi-même. Ma tête peut encore enfler, elle est 4 fois plus large. 5 juin 1987. Je passe dans une émission jeu sur Canal+. La gueule de l'emploi. Des personnalités doivent deviner ce qu'on fait en nous regardant. Après, on diffuse un reportage sur ma création. J'y gagne un peu d'argent, mais c'est tout. Il n'y a pas eu de suite. Pendant la période qui va de février à juin, je tente encore une vingtaine de versions du couloir étroit. À chaque fois, je crois avoir trouvé la solution. Mais le même scénario se reproduit. Déception et nouvelle version surgissant juste après dans ma tête. Le 6 juin 1987, donc 6-6, je réalise que le tableau avec 3 plans de chaque côté en a donc 6, et que la boule centrale mesure 6 cm. J'intitule cette composition 666. Elle est prémonitoire. Je ne m'en rendrai compte que 21 ans après en écrivant ces lignes. Je tente d'autres compositions, dont une forme de croix rayonnante en lumière. Il s'agit surtout de la partie visible, mais je mène aussi des recherches sur les effets lumineux très complexes qu'il y a derrière la toile. Ils ne suivent pas toujours la partie peinte et obéissent à une construction qui peut être différente mais complémentaire. En même temps, je travaille toujours sur le son en cherchant à améliorer le module de médium et d'aigu posé sur l'énorme caisse des graves. Je fais des essais de câbles et aussi d'acoustique. 15 juillet 1987. Je me rends dans les bureaux d'Eclatech, près de la place d'Italie. De là, je vais avec Pierre Daniel étudier le pont de Tolbiac pour un projet d'illumination. Je propose un éclairage en couleur qui bougerait avec de la musique. Tous les samedis soirs, on fermerait le pont à la circulation et les gens viendraient y danser au milieu des lumières animées. Sur le pont, on y danse, comme dit la chanson. Je propose aussi pour la mairie du 13e arrondissement un chapelet de ballons transparents flottant dans l'espace avec des LED à l'intérieur animés en musique. Une semaine avant, Pierre Daniel m'avait fait venir à Nancy où j'ai proposé une animation avec les perles de lumière sur le pignon d'une grande tour près de la gare. Malheureusement, aucun de ces projets n'a été retenu. 18 juillet 1987. J'arrive à Arton-en-Ré, le village près de Nantes où Didier a organisé son festival. Je suis accueilli à la gare par son frère jumeau, Dominique. Ils se ressemblent tellement qu'en les rencontrant séparément, j'hésite toujours pour savoir qui est qui. Leur caractère, par contre, est dissemblable, bien que complémentaire. Issus de la campagne profonde, leur avenir paraissait terne. Didier travaillait comme contrôleur à la SNCF. Mais porté par l'envie du spectacle, Dominique était devenu comédien et metteur en scène. Il était moins communicatif que son frère
et ne manifesta jamais l'envie de chanter avec nous. Didier, plus expansif, préférait l'organisation des spectacles. Une fois pourtant, j'aurai l'occasion de le voir jouer sur scène, où il montrera un réel talent avec beaucoup d'humour. La salle de 200 personnes est comble. Après les séquences de théâtre, de danse et de jazz, arrive la Porte de Lumière. Elle est très bien accueillie. Beau succès. Encore 4 nouvelles versions du couloir étroit. L'aboutissement espéré n'est toujours pas au rendez-vous. En parallèle, je cherche de nouvelles compositions pour la Porte de Lumière, dont l'apparence est toujours celle d'un œil vertical, ou plutôt d'un sexe féminin. Pour diminuer cette impression, j'essaie divers rapports de couleurs. Au bout du 7e essai, j'aboutis au feu sacré. Cette forme me semble importante, mais peut-être qu'elle ne doit apparaître qu'en lumière. J'apprendrai par la suite qu'on la retrouve dans de nombreux vitraux et bas-reliefs d'églises romanes et gothiques et qu'on l'appelle la mandorle. Début août, Paula étant partie en vacances, je vais assurer le gardiennage de la maison qu'elle habite avec Alain, son nouveau compagnon, un promoteur immobilier, boulevard Arago, dans le 13e arrondissement. Elle est située tout au fond d'une cité pavillonnaire très verdoyante d'ateliers d'artistes, d'une facture médiocre, mais entourée de verdure et surplombée par un immense tilleul. Je viens y dormir dans le calme le plus complet, avec l'impression d'être en vacances en pleine nature, alors que je suis en plein Paris. Paula s'est fait cambrioler plusieurs fois. Les cambrioleurs avaient bon goût. Ils ont emporté 2 des tableaux que je lui avais offerts. C'est très rare que les tableaux, sauf ceux de très grande valeur, soient volés, car pratiquement impossible à revendre. Il fallait qu'il leur plaise. J'en suis flatté. Le 26 août, le gardiennage étant assuré par quelqu'un d'autre, je pars à Biarritz, invité par Paula et Alain, à passer quelques jours dans une belle maison qu'ils ont louée. Et surtout, il y a Mélodie, leur fille. Paula m'avait demandé un jour, « Est-ce que tu veux être son parrain ?» J'avais accepté avec joie et sans plus de cérémonie. Je me suis retrouvé avec une mignonne petite filleule. Elle aura bientôt 4 ans. Je fais avec elle de longues promenades, main dans la main, dans les rues et au bord de la mer. N'ayant jamais eu d'enfant à m'occuper, ça me fait tout drôle. De retour à Paris, je m'attaque avec acharnement à ce couloir cosmique qui m'échappe constamment. Entre les mois d'août et septembre, c'est 18 nouvelles versions que je peins. Toujours le même processus. Quand je me suis rendu compte que ce n'est pas encore ça, immédiatement après, me vient une autre version en tête, avec chaque fois la certitude que c'est la bonne. Et patatras, ça recommence. Le point le plus critique est la partie centrale. Comment représenter cette boule de 6 cm de diamètre et son environnement immédiat? Je peins alors sur des petites toiles tendues et même des morceaux de toile simplement fixés sur une plaque de bois par des punaises, des versions et des versions de ce centre. C'est fou la quantité de combinaisons possibles de couleurs, de matières, de rayonnements. Je suis de plus en plus perdu. Demande leur avis à tous mes visiteurs, bien incapables de m'aider. Et j'ai l'impression de patauger dans un marécage. Je tente une expérience. S'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui me guide, qu'il m'apporte son aide. Je prends un jeu de cartes et à chaque fois que se pose une question sur le choix d'une couleur, sur la façon de l'appliquer, sur la densité à lui donner, etc., je tire une carte. Si elle est rouge, ça veut dire oui. Si elle est noire, non. Mais au bout de quelques semaines de ce petit jeu, je me rends compte que le résultat est aberrant et qu'il faut absolument que je trouve par moi-même. Ah, si je pouvais trouver un fil conducteur. 4 octobre 1987. Je participe avec mes œuvres à une soirée de gala dans une grande école de commerce de La Rochelle. Mes créations seront le clou de la soirée. Les organisateurs m'ont programmé à 2 heures du matin. Et moi qui me couche tôt d'habitude. Totalement épuisé, je peux enfin m'endormir
le matériel rangé, à 4 heures seulement. 26 octobre 1987. À un carrefour, je tombe nez à nez avec un garçon qui visiblement me connaît et me tutoie d'emblée. J'essaye de ne pas montrer que je ne me rappelle pas du tout de lui. Au bout d'un moment, quand même, en l'entendant évoquer des souvenirs communs, ça me revient. C'est Jean-Noël Barras, celui qui avait réussi ce dessin aussi exceptionnel lors du concours d'admission aux Beaux-Arts. Mon compagnon inséparable du moment 23 ans auparavant. Il a beaucoup changé, mais quand même, comment ai-je pu l'oublier à ce point? J'entreprends un gros chantier. D'un côté, la restructuration de ma pièce expérimentale, l'Extasium, avec mes nouveaux sièges de cinéma et diverses expérimentations pour améliorer l'acoustique, et de l'autre, je m'attaque à un nouveau système de son. Il y aura 2 grandes enceintes à qui je vais donner une forme réaliste de personnage. Je demande à Maritime, ma conseillère pour les tableaux astrologiques, de lui prendre les mesures. Elle correspond tout à fait aux proportions dont j'ai besoin. Je sculpte avec des panneaux de bois taillés une forme creuse très féminine, avec des épaules, une taille, des belles fesses, et je lui rajoute une magnifique poitrine en pâte à modeler. Le buste contiendra le haut-parleur de grave à la hauteur de la taille, faisant comme la boucle d'une ceinture large. Un haut-parleur d'extrême aigu plat fera comme une pendeloque sur la poitrine. Un haut-parleur d'aigu en guise de bouche et un gros haut-parleur médium bombé en guise de face lui feront un visage digne de Star Wars. La tête est façonnée de manière à amortir les vibrations. L'ensemble est habillé de vêtements conçus spécialement avec une finition digne de la haute couture, réalisée par Fumi, qui est styliste, et travaille à cette époque comme assistante de Yohji Yamamoto, après avoir travaillé avec Jean-Paul Gaultier. Le buste est posé d'abord sur un gros socle contenant un haut-parleur d'extrême grave, caché, ayant l'apparence d'une sorte d'engin spatial, avec un aigle en bronze aux ailes déployées sur le devant. Puis, obéissant aux impératifs du son que je découvre, simplement recouvert d'un capitonnage en mousse et velours noir. Mes enceintes sont vraiment enceintes. Elles n'ont plus qu'à accoucher leur musique. Je les ai appelées les Amazones. Elles sont très sexy, avec leur poitrine très largement dénudée et leurs vêtements royaux d'héroïque fantaisie, parés de broches en strass. Comme armes, elles sont équipées chacune d'une grande plume de paon. L'une par ses couleurs est la reine des Amazones, l'autre avec ses accessoires en peau de panthère artificielle, et le général de l'armée des papillons. Je me suis lancé dans une tentative de musique spatiale. Pour cela, j'ai fait l'acquisition d'un processeur Yamaha, le DSP-1000, et de l'amplificateur spécial qui me permet de commander 4 enceintes pour un effet surround. Ces enceintes d'appoint à 3 voix que j'ai conçues sont accrochées près du plafond aux 4 coins de la pièce. Elles sont recouvertes d'un tissu imitation fourrure bleu nuit évoquant le corps d'un papillon. Et de chaque côté, j'ai accroché d'immenses ailes en plaques de polystyrène peinte. Pendant un certain temps, j'étais obsédé par le concept de papillon de feu, que j'avais étudié pour être réalisé en circuit imprimé et diode, plus abandonné. Cette fois enfin, j'ai mes papillons. C'est très beau, très spectaculaire. On a un peu l'impression d'être assis dans un carrosse de conte de fées. Mais il faudra plusieurs années de mise au point, des essais de câbles de toutes sortes qui me coûteront beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Finalement, je devrais aussi supprimer les ailes, belles mais incompatibles avec l'acoustique. Adieu, beaux papillons de feu. Ils m'ont effleuré l'esprit de leurs ailes, puis se sont envolés ailleurs. Les enceintes d'appoint non plus ne me conviendront. J'expérimenterai beaucoup de petits baffles, depuis de tout petits du commerce jusqu'à des modèles de ma création. Au total,
c'est 14 modèles différents que j'expérimenterai. Dessiner, acheter les composants, fabriquer avec des panneaux de bois qu'il faut peaufiner, accrocher au plafond avec des chaînes, câbler, écouter, puis après quelques jours, recommencer. Et encore, et encore. C'est le début de mon enfermement dans le son. Je ferai beaucoup de progrès dans l'approche de petits systèmes, mais j'arriverai à la conclusion que le son surround, tel qu'il est proposé dans les home cinéma, s'il est spectaculaire et impressionnant dans un premier temps, devient très vite gênant, puis désagréable. Et dès qu'on a commencé à le ressentir, l'écoute devient insupportable. Je me consacre donc à une bonne stéréo, beaucoup plus agréable. Mais c'est seulement en fin 1990 que j'arriverai à mettre au point les Amazones. 5 novembre 1987. Pierre Daniel me rend visite avec tout un staff d'ingénieurs de la Société de Travaux Publics SPI Batignolles et le vice-président de la Société des autoroutes du sud de la France. Ils arrivent en retard et me disent qu'ils sont pressés. Démonstration. Ils sont cloués au siège. Le silence s'éternise après la séance, tant ils sont partis d'ailleurs. Je suis obligé de leur rappeler leurs autres rendez-vous. Mais on dirait que ça ne compte plus. Ils se sentent tellement bien qu'ils n'ont plus envie de partir. On parle de la possibilité d'installer des extasiums sur les aires de repos des autoroutes, avec toute une signalétique en LED animée par leur radio. Ils me disent de les recontacter quand j'aurai réussi à le mettre au point. Mais plus de 20 ans après, le temps qu'il m'aura fallu pour y réussir, je doute qu'ils se souviennent encore de moi. Ils ont dû partir à la retraite et leurs remplaçants ne sont probablement pas au courant. Dommage, c'était un beau projet. 11 novembre 1987. Plusieurs de mes œuvres sont présentées au Discom, entre parenthèses, le salon de l'industrie musicale, fin de la parenthèse, porte de Versailles. Le stand s'effondre. Heureusement, il y a une assurance pour les tableaux endommagés. Décidément, le patron ne veut pas que je m'écarte du chemin qu'il m'a tracé et que je ne connais même pas. 16 novembre 1987. Entre d'autres versions du couloir, je conçois un autre tableau que j'appelle Extase 666. Encore un signe prémonitoire. Je sens de plus en plus que l'entourage de la boule centrale doit être une sorte d'arc-en-ciel circulaire. Mais comment le représenter? Nouvelle vision très puissante. Je vois une croix réaliste, en bois, en perspective plongeante vue du haut. Elle est légèrement inclinée par rapport à l'horizontale et dirigée légèrement vers la gauche. Dessus, un homme crucifié. Elle ressemble un peu à une célèbre composition de Salvador Dali. Je ressens une intensité émotionnelle très grande. C'est Jésus. Encore une fois, l'instant d'après, je me sens fondu en lui, être lui. Qu'est-ce que ça signifie? Suis-je lui revenu? C'est ce que je ressens quand le phénomène se passe. Mais de retour dans le monde quotidien, je trouve l'idée absurde et j'éprouve un sentiment d'écrasement. Si c'était vrai. Par contre, quelle expérience! C'est la deuxième fois. 1er janvier 1988. Pour les cadeaux du premier de l'an, je n'ai pas d'argent. Je ne toucherai le gros chèque d'Eclatec que vers juillet. Que faire? J'ai une idée. Je prends des boîtes en carton vides qui ont contenu les petites lampes que j'utilise dans les tableaux. Elles sont carrées, 11 par 11 par 3 cm. Je peins l'extérieur en blanc et l'intérieur en noir. Je les ferme avec une jolie ficelle, les emballe dans un papier cadeau et les offre à ces dames et demoiselles. Toutes contentes, elles défont le papier, puis détachent la ficelle, ouvrent la boîte, mais elle est vide. Et moi, l'air inquiet, oh, il s'est envolé. Je cherche du regard un moment, ça y est, j'ai attrapé. Je serre les joues et forme un 8 ou un papillon avec les lèvres et leur colle sur le front ou sur la joue ou sur les lèvres suivant le degré d'intimité. C'est un bisou bisson. Pour célébrer l'année, je dis à Fumi
de former un 8 aussi avec ses lèvres. Je colle les miennes contre les siennes et ça devient 88. Des années après, on continuera de célébrer 88. 15 janvier 1988. Après de nombreux coups de téléphone, le président de la fondation artistique de Hewlett-Packard vient assister à une démonstration. Il est accompagné de son vice-président qui était déjà venu, avait beaucoup aimé et l'avait poussé à venir. Après la démonstration, ce monsieur, aux allures de petit marquis du XVIIIe siècle, me dit en partant, sur un ton acerbe, « Finalement, ce que vous faites, ça n'est rien sans la musique. » Je suis tellement interloqué que je ne peux rien dire. Le vice-président, stupéfait et les yeux ronds, n'ose pas parler. Qu'aurait-il dit s'il avait vu ma période blanche? Au moins cette fois, la toile était peinte. Et le ballet, qu'est-ce que c'est sans la musique? Et le cinéma, sans la projection? Il n'a même pas remarqué, dans sa suffisance, que mon utilisation de l'électronique allait dans un sens que son entreprise d'informatique aurait pu développer. Le souvenir est trompeur. C'est un lieu commun. Je me rends compte, à travers mes agendas, dossiers de presse et carnets de notes, qu'avant d'entamer les sculptures de son, les Amazones, il y eut pas mal de recherches dans les directions plus ou moins compliquées, depuis des modules complexes à poser sur une grosse caisse de grave, jusqu'à des ébauches de tête, avec un coup, fixés sur un buste angulaire, essayant des matériaux divers, en passant par de grandes colonnes, comprenant chacune 4 haut-parleurs de grave en ligne, et sur le côté, suspendu à une chaîne, le module médium aigu. L'électronique, beaucoup plus resserrée qu'à l'époque multi-amplifiée, est concentrée au centre, devant le tableau, au milieu des enceintes. Les raisons en sont fonctionnelles. Il faut que la longueur des câbles reliant l'amplificateur aux enceintes soit identique de chaque côté pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, et la plus courte possible. Quelles que soient les performances d'un câble, plus il est long, plus il perd d'informations perceptibles à une oreille exercée. Une autre raison est apparue. Il faut que le lecteur CD, le plus sensible aux vibrations, soit disposé sur l'ampli, qui en absorbe une bonne partie, de façon qu'il reçoive le même type de vibration. Ceci donne une meilleure cohérence au son quand on souhaite se rapprocher d'un son réaliste. Si le système est suffisamment précis, on se rend compte qu'en les plaçant côte à côte, comme c'est généralement le cas, il y a une différence et que c'est moins bien. En plus, en les superposant, on diminue au maximum la longueur du câble les reliant. Ceux vendus dans le commerce sont généralement beaucoup trop longs. Le bloc d'électronique est recouvert d'un plateau habillé d'un tissu lamé or épais retombant devant les appareils pour atténuer les vibrations aériennes que reçoivent ou retransmettent les boîtiers métalliques. Une autre raison, je ne trouve pas que leur vision soit si intéressante. Je préfère que l'attention soit concentrée sur ma création. Habillé de cette façon, on dirait un autel majestueux, presque sacré, devant le tableau. On peut constater que j'ai supprimé la platine tourne-disque. J'ai fait ce choix en misant sur l'avenir avec beaucoup d'hésitation, en raison de ce qui se disait dans les milieux audiophiles, comme quoi le son analogique était supérieur. J'ai vite réalisé que les rumeurs étaient colportées par les marchands qui perdaient beaucoup avec le lecteur CD. Une fois que le lecteur était vendu, il fallait attendre longtemps avant de vendre autre chose aux clients. Avec les disques en vinyle, c'était le régal. Le plateau tourne-disque, le support de plateau, le bras, le porte-cellule, la cellule, le diamant, les fils spéciaux de liaison, les préamplis pour les cellules à bobine mobile, qui s'usaient et qu'il fallait renouveler fréquemment, les produits de traitement de disques, les brosses de nettoyage, etc. De plus, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs platines vinyles de très haut niveau, autres que la mienne, entre parenthèses, située quand même dans le peloton de tête au début des années 1980, fin de la parenthèse, et plus récemment en 2008. Une autre très coûteuse au sommet de la sophistication. Le son était doux et beau, mais il y avait manifestement une chute importante au niveau des graves et des aigus par rapport à la réalité. On n'entendait pas du tout l'extrême grave.
La dynamique est réduite à 60 ou 70 décibels pour les meilleures platines. Celle des tourne-disques les plus courants est plutôt de 40 à 50 décibels, alors qu'avec les lecteurs de CD, elle est de 100 à 110 décibels. Il est certain que le CD est beaucoup plus réaliste. Cependant, plus on se rapproche d'un son réaliste, plus les défauts de la chaîne et de l'acoustique de la pièce apparaissent en donnant le son dur déploré par beaucoup. Ce n'est pas le signal numérique qui est en cause, mais l'ensemble des maillons. Il faut traiter le CD, l'acoustique de la pièce, protéger l'électronique des vibrations parasites, les câbles, les enceintes, etc. En plus, avec l'arrivée de MP3 dont la dynamique est proche de zéro, avec la suppression des finesses du son et le manque de profondeur, il n'est pas étonnant que beaucoup préfèrent écouter les bons vieux disques vinyles. Nous continuons nos séances de chant qu'on commence à appeler des chants de connexion, puisqu'on a la sensation de se connecter à une autre dimension après avoir contemplé le tableau. Les séances continueront jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plus d'un quart de siècle, sans discontinuer, avec très peu d'interruptions. Le nombre de participants à Dreammaker évoluera et changera. Parfois, je chanterai seul, avec toujours une grande envie, un besoin, comme pour respirer ou faire l'amour. La durée des séances variera en fonction du nombre de participants. Il semble que chacun apporte une énergie qui renforce la connexion, même la présence de simples spectateurs. Une fois, quand on était 8, la séance a duré 1 heure et quart. Quand on n'était que 4, beaucoup plus fréquemment, c'était plutôt 35 minutes. À 3, 20 à 25 minutes. À 2, ce qui est malheureusement le cas depuis longtemps avec Fumi toujours présente, la durée est d'environ un quart d'heure. Seul, c'est environ 10 minutes, et même moins. Après 2012, Fumi ayant des problèmes de gorge, arrêtera de chanter. Et je devrais continuer seul, avec de temps en temps d'autres participants. On ne pouvait chanter que 2 fois par semaine. En 1988, c'était le dimanche et le jeudi, qui étaient changés par le mercredi plus tard pour revenir au jeudi. La connexion se passait vers 19 heures. Après la séance, on ne se rappelle jamais de rien. On a essayé de chanter plus de fois dans la semaine, mais on était fatigué et ce n'était pas concluant. Les autres jours, en fin de journée, vers 18h30, je pratique seul ou accompagné une séance qu'on appellerait de méditation, mais que je préfère appeler de connexion silencieuse dans la lumière de l'énergie, tant j'atteins rapidement des plans de conscience élevés. Mais le plus facile et agréable se passe en écoutant de la musique. Plus la qualité du son s'améliorera, plus la connexion sera rapide et intense. Cette fois, l'intensité grandit. La vacuité devient de plus en plus lumineuse. Soudain, je perçois une main lumineuse et floue qui descend vers moi. Elle me tire vers le haut. Je monte à travers les dimensions. Et je débouche de l'autre côté de la mort. Et je vois Dieu. Une autre vision, totalement différente de la première. Je n'ai pas non plus l'impression d'une vision seulement, mais d'y être vraiment. Elle me montre ce que nous sommes réellement, une partie de la structure divine, les raisons de la vie. Je la décrirai plus loin. En tout cas, contrairement à certaines traditions qui disent que le seul but à atteindre est la vacuité, sorte de vide, d'où jaillissent les idées et les concepts, ce qui est incompréhensible, j'affirme, en raison de ce que j'ai expérimenté, que ce n'est que le niveau de conscience que l'être humain peut atteindre, plus ou moins difficilement, par lui-même, et qu'il y a quelque chose, quelqu'un au-delà de cette dimension, impossible à atteindre par soi-même. Il faut y être appelé. En tout cas, ce n'est pas vide. C'est même plutôt plein.
et ne correspond à aucune description relatée par les traditions. C'est beaucoup plus proche de ce que découvre la science. Je l'expliquerai plus loin. Ce que j'ai vu, compris et éprouvé est fabuleux. Au-delà de tous les rêves les plus fous. C'est un grand espoir, et j'espère que ne s'est pas un tour joué par mon cerveau. Courant Mars. J'imagine un tableau de lumière représentant symboliquement, de façon suggestive, les cartes à jouer. Cœur, trèfle, carreau, pique. Il pourrait servir de nouvelle loterie. On passerait un morceau de musique qui le transformerait en balai de lumière attractif. Quand la musique s'arrêterait, une carte lumineuse gagnante resterait allumée. Tentative de nouvelle version peinte de la porte de lumière dans la forme mandorle. Dans mon effort pour proposer un tableau accessible à d'éventuels clients, je peins un paysage cosmique très épuré. Il est horizontal. Une mer avec sa ligne d'horizon, une sorte de lune, de satellite ou de boule, décalée vers la droite, des couleurs chaudes. L'image est belle et plaît à mes visiteurs. Mais je ne sens pas bien cette direction. Je l'abandonnerai. 11 avril 1988. J'ai rendez-vous au Salon de la musique à la porte de Versailles avec Alain Dugas. On doit se rencontrer au stand Pionnier, où il a des relations. De là, on se rend ensemble au stand Bose. À côté, les importateurs qui diffusent aussi une marque de cassettes audio de très grande qualité ont installé une salle fermée consacrée à cette marque, That's. À l'intérieur, beaucoup de monde venu contempler le tableau animé représentant d'une façon simplifiée cette fameuse cassette. J'avais reçu la commande pour cette œuvre vers la mi-janvier par l'intermédiaire d'Alain. Il avait repris, dans des conditions difficiles, l'entreprise de marketing et de communication de ses parents et avait réussi, avec beaucoup de courage et de talent, à la redresser. Les importateurs de Bose et de Datz faisaient partie de ses clients. J'ai été beaucoup intéressé par la conception de cette animation. C'était un peu une récréation qui élargissait mon champ de réflexion. Je sentais mon esprit se détendre à côté des difficultés et des recherches rigoureuses du couloir de l'infini. Toutes ces images que je découvrais par vision, par inspiration, par imagination ou expérimentation, et que je n'arrivais pas à assembler. Le tableau That's a remporté un vif succès. Les vendeurs, très satisfaits, m'ont dit que leurs ventes en ont été augmentées. Ils ont eu la gentillesse de me faire cadeau de plusieurs boîtes de ces excellentes cassettes métal. Elles m'ont été très utiles pour enregistrer Dream Maker. Quelques années auparavant, on avait fait une exposition de mes œuvres au Salon de la musique qui se tenait à la Porte-Maillot sur le stand Yamaha. Elles avaient attiré tellement de monde que je ne pouvais même plus entrer dans la salle. À l'extérieur, j'avais accroché un petit texte expliquant ma démarche. Je l'avais intitulé « La recherche de l'absolu ». Alors que je me tenais à côté, j'entends un visiteur dire « L'absolu, ah oui, la recherche du ventre de la mer » ou les ravages de la psychanalyse mal comprise. Je n'avais pas été rétribué pour cette représentation, mais la direction de la société importatrice de Yamaha m'avait assuré qu'elle me ferait une promotion importante. Mais je n'ai jamais rien vu venir. Un jour, j'entends une conversation entre les responsables. L'année d'avant, ils avaient payé une forte somme pour un pseudo-robot qui répondait aux questions des gens, alors qu'il était piloté par quelqu'un caché dans une cabine parlant dans un micro. Pour mes œuvres, qui avaient demandé tant de travail et de recherche, je n'avais rien eu. Ça m'a fait gloup dans la gorge. Courant mai 1988, j'ai disposé toutes les versions du couloir étroit autour de la pièce servant pour les démonstrations, posées par terre, appuyées sur les murs. J'en suis arrivé à 50 versions. C'est de la folie, cette obsession qui m'a poursuivi. Elle m'entoure de tous côtés. J'espère désespérément, en me concentrant, trouver une solution, une issue.
On dirait un immense labyrinthe avec une multitude de couloirs. D'où me viendra le fil d'Ariane qui me guidera vers la sortie? Je suis debout dans un angle de la pièce. D'un seul coup, idée, comme une bulle de bande dessinée, un phylactère, à la façon du professeur Nimbus. Une idée m'arrive avec force au-dessus de la tête. Un livre. Un livre que j'ai lu il y a longtemps et qui évoque ma recherche. Je vais le chercher, le feuillette et lis la partie qui m'intéresse. Très surprenant. Une première lecture rapide montre que je ne me suis pas trompé. La ressemblance est frappante avec ce que j'ai découvert. Plus tard, je le reprendrai très attentivement. Plus qu'une simple coïncidence, je réaliserai que ce livre contient le plan, le schéma directeur de la machine de rêve Dream Machine que j'essaye d'assembler. Il en fait une description en fonctionnement. Seulement, la compréhension n'est pas du tout évidente. Le plan est caché, crypté. Je comprendrai alors qu'il faut une clé de décryptage. Et je l'ai déjà découverte. C'est cette relation musique, lumière, électronique que j'avais trouvée en 1981. Elle avait pour conséquence de générer des images et des couleurs avec des positions centrées et rigoureuses que je retrouvais sous une forme beaucoup plus imagée et un langage ancien dans ce livre. C'était stupéfiant, énorme, d'autant que ce livre avait été écrit longtemps avant que soit découvert le numérique, longtemps avant l'électronique, longtemps même avant l'électricité. Il est la preuve qu'une prédiction se réalise et qu'elle ne pouvait se réaliser qu'à notre époque. D'ailleurs, pendant la trentaine d'années qu'a duré ma quête jusqu'à présent, les progrès technologiques comme l'apparition des diodes lumineuses m'ont permis de préciser certains points au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché, de leur amélioration et de ma compréhension de ce texte qu'évidemment j'ai suivi étant donné son importance. C'est comme si il y avait une coïncidence, une simultanéité, un synchronisme entre ma recherche et le progrès de la civilisation. Il est très difficile de comprendre et de trier ce qui me sert à cette réalisation dans ce livre. Depuis plus de 27 ans, je n'ai pas cessé de me pencher sur ce texte pour essayer de mieux l'interpréter. J'ai été aidé par de nombreuses visions, entre parenthèses, et aussi égaré par d'autres que j'avais mal interprétées, fin la parenthèse. Mais la plupart des éléments clés, y compris nos chants qui y sont décrits, ont été trouvés bien avant que j'entame cette lecture. En découvrant enfin le fil conducteur que j'espérais, le choc a été fort. Mais en raison de ce qui m'arrivait depuis 8 ou 9 ans, j'étais préparé et n'ai pas été trop surpris. Ce livre a été écrit il y a près de 2000 ans. Il s'agit du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse.